Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu du grand journal de ce dimanche 5 mars, un événement, le Symposium international de Ouagadougou. Le dialogue interreligieux et interculturel est au cœur d'une rencontre en cours dans la capitale burkinabé. L'idée générale étant de contribuer à l'éducation, au développement et à la paix. Dans ce journal, nous serons mieux édifiés sur la rencontre avec l'un de ses initiateurs, l'ambassadeur Philippe Savadogo. Un autre événement, lui, se prépare, la 160e journée internationale de la femme, en attendant le clou de la commémoration de la journée prévue le 8 mars prochain. Le chef du département ministériel est solidaire aux femmes subissant l'exclusion sociale. Au siège de la fondation qui les accueille à Ouagadougou, Laure Zongo apporte soutien et réconfort, la visite à vivre dans ce journal. Et puis, nous ferons la connaissance de Clarisse Yanogo qui se bat au-dessus de tout préjugé. Elle est mère de famille et femme d'affaires à la tête d'une entreprise qui pèse plus de 30 millions de francs CFA. La transformation des produits locaux est son secteur d'activité. Nous verrons tout à l'heure quel est donc le secret d'une telle réussite. Mais avant, revenons sur la 25e édition du FESPACO qui s'est achevée dans la soirée d'hier. Si l'étalon d'or de Yenenga est revenu au Sénégal, le cinéma burkinabé n'a pas non plus démérité. Il a remporté plusieurs prix, aussi bien dans la sélection officielle que dans les prix spéciaux. Le palmarès de la 25e édition du FESPACO avec Ibrahima Sombier et Aruna Maré. Alain Gomis est l'étalon d'or de Yenenga pour la deuxième fois. Son long métrage Félicité, tourné à Kinshasa, s'est imposé à ce 25e FESPACO. C'est un trophée remis pour la première fois par deux présidents, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Le cinéaste franco-sénégalais a dédié son prix aux jeunes réalisateurs du continent. Je pense que c'est un encouragement à continuer à se battre, à dire que ce film, vraiment, c'est un film qui est sur la dignité, qui essaye de parler de la vie aussi des quartiers populaires, des gens qui se battent tous les jours pour avoir justement de quoi avoir un toit, avoir de quoi manger, etc. Des petites choses, mais qui sont essentielles, de dire que c'est eux, en fait, vraiment, qui peuvent s'aimer. L'idée, c'est de parler de respect de soi-même. C'est comme quand on dit, oui, vous êtes là au FESPACO, la prochaine fois, ce sera Cannes. Le FESPACO, c'est assez important. C'est ici, pour moi, c'était vraiment important d'être ici, au FESPACO à nouveau, d'affirmer l'importance de ce festival pour moi. L'étalon d'argent a galopé en direction du Béninois Sylvestre Amousso. Le bronze est allé au Marocain Saïd Khalafa. Le prix Oumar Uganda et le poulon d'or tombent également dans les mains de deux autres Marocains, Lotfi Bouchichi et Violaine Mariam Belette. Le film Frontière de Apolline Traoré rafle 3 prix. Le prix Paul Robson, le prix d'Assé Diao et celui du Conseil de l'Entente. Adama Rwamba repart avec le prix du meilleur scénario. Abdoulahad Wone du Sénégal, lui s'impose dans la catégorie série télévisuelle avec son film Tundu Wundu. Le premier prix dans la catégorie film documentaire revient aussi à Ousmane Mbaye du Sénégal. Une trentaine de prix d'un montant de plus de 145 millions de francs CFA ont été décernés aux cinéastes, selon le délégué général du FESPACO. Il donne rendez-vous du 23 février au 2 mars 2019 pour la célébration du jubilé d'or du FESPACO. Félicité, le film lauréat de l'étalon d'or a été projeté au Ciné Burkina. C'est une tradition respectée et les autorités burkinabées ont fait le déplacement hier soir. Le film a aussi été suivi pour nous par Isaka Ouedraogo et Draman Guéné, dont voici le compte-rendu. C'est une coutume pour les autorités burkinabées de suivre la projection de l'étalon d'or de Yenenga. Le film africain de l'année Félicité de Alain Gomis retient ici au Ciné Burkina l'attention de Paul Kabatieba et quelques membres de son gouvernement. C'est un film très complexe. J'aurais aimé bien pouvoir discuter avec le réalisateur pour comprendre toute la complexité, toute la richesse de ce film qui montre véritablement le grand progrès que le cinéma africain a connu de manière générale. Je pense que je n'ai pas vu les autres films, mais je suis certain que le jury vraiment ne s'est pas trompé. C'est un très grand film. Après une semaine de projection et de critiques cinématographiques, Paul Kabatieba estime que c'est un pari gagné. Pour lui, il n'y a pas eu de perdant ni de gagnant,
mais tout simplement, c'est le cinéma africain qui grandit. Que les jeunes Africains soient arrivés ici avec des œuvres diverses, des œuvres d'une richesse aussi élevée, d'une qualité aussi élevée. Je pense que ceux qui ont été primés, ceux qui n'ont pas été primés, moi je pense qu'il faut encourager tout le monde. Il faut encourager tout le monde à continuer à travailler de manière à ce que vraiment notre cinéma gagne d'année en année en qualité. Félicité est un film qui retrace la face cachée des relations humaines et la cruauté de la ville. Avec Félicité, le franco-sénégalais Alain Gomis décroche son deuxième étalon d'or de Yenenga, une deuxième dans l'histoire du FESPACO, après le doublé du Malien Suleiman Sissé. Intéressons-nous à présent au spectacle de la cérémonie de clôture du FESPACO. Sur le podium dressé dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000, plusieurs artistes musiciens de renommée ont offert des mélodies aux festivaliers. Et le clou de la cérémonie aura été le spectacle chorégraphique signé Seydou Boro. Le retour donc sur cette ambiance digne des grands jours avec Ibrahima Sombier et Zoubaviel David Dabiré. Un podium des grands jours pour un spectacle hors du commun. La cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000, pleine comme un œuf, a vibré ce samedi au rythme des sonorités mandingues, traditionnelles et modernes, pour le plaisir des cinéphiles, cinéastes et autres personnalités politiques qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou. Nous sommes au dernier épisode du film de cette 25e édition du FESPACO. Lorsque la star de la musique malienne Djeneba Seck fait son entrée sur scène, la foule exulte. La communion entre l'artiste et les mélomanes est parfaite. Ajouter une touche folklorique et ludique à cette fête du cinéma, les jeunes du Centre de développement chorégraphique de Ouagadougou ont livré sous la houlette de Seydou Boro un spectacle inédit, avec à leur côté les marionnettes géantes de Boromo. Et c'est dans cette ambiance bon enfant que les lampions se sont éteints sur cette 25e édition du FESPACO. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une semaine durant, le 6e et le 7e art ont tenu en haleine les personnes éprises d'émotions fortes et de sensations culturelles, confirmant ainsi Ouagadougou comme première place culturelle en Afrique. Et justement, Ouagadougou va abriter en 2019 la 26e édition du FESPACO, le festival qui fêtera du même coup son jubilé d'or. Et puis, vous le voyez déjà en image, nous sommes au palais du Moro-Naba. Les participants au symposium international de Ouagadougou sur le dialogue interreligieux et interculturel sont allés recevoir conseils et bénédictions du garant des traditions Mosé. Les initiateurs justifient ce déplacement par le fait que le palais du Moro est surtout un symbole, celui de la paix, de la tolérance et de la promotion des valeurs africaines. La visite a été suivie par des activités sportives et culturelles. Et nous sommes avec l'ambassadeur Philippe Savadogo. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, avec le docteur Lazare Kizerbo, vous êtes les initiateurs du symposium ouvert à Ouagadougou le 3 mars dernier, une rencontre qui prône donc le dialogue interreligieux et interculturel. Peut-on dire que le symposium est guidé par les événements malheureux et actuels que vivent bon nombre de pays africains et justement mondiaux? Eh bien, les sociétés ont toujours connu à un moment ou à un autre depuis des siècles des crises, mais aussi des difficultés de vivre ensemble. Et cette dimension a été reprise
très longtemps par les Nations Unies pour permettre qu'il y ait des concertations, le Conseil de sécurité, mais d'autres espaces. Mais on a quelquefois oublié que dans notre Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, mais aussi là où le premier homme est né, nous avions aussi des réponses à la consolidation de la paix. Nous parlons par exemple du Rakiré, du Sinanguya, autant de ressorts que nous devons valoriser. Alors, et la manifestation, donc le symposium qui veut valoriser toute cette richesse africaine, contribue à l'enracinement de l'initiative africaine d'éducation au développement et à la paix. Comment cela se matérialise-t-il sur le terrain? Eh bien, il faut d'abord dire que nous attendons à la clôture après-demain l'érection d'un plan d'action de Ouagadougou. Et ce plan d'action devrait permettre que nous ayons non seulement une vision de ce que nous voulons faire, en partant, comme on dit, de nos pays vers l'Union africaine. Et en partant de nos pays, nous passons par le Conseil de l'Entente, par l'UEMOA et Abuja, la CEDEAO, qui va recevoir la grande rencontre de notre région. Une fois donc que ce plan d'action triennal va être mis en place, il contribuera au niveau de tous nos pays à permettre que nous puissions valoriser non seulement nos traditions, utiliser les valeurs positives des peuples de la boucle du Niger, parce que la boucle du Niger est une région aussi qui a donné au monde, depuis l'empereur Kankan Moussa jusqu'au royaume du Ghana et bien d'autres. Donc pour nous, il était important que nous fassions une introspection, que nous disions aussi que l'éducation est une arme de construction massive. Est-ce à dire que les curricula des écoles primaires et universitaires seront modifiés, ou bien il y aura un apport justement suite à ce symposium-là? Oui, naturellement, vous savez que la CEDEAO a déjà des modules d'éducation de la région CEDEAO, mais aussi l'UNESCO. Vous savez que l'éducation, c'est aussi du simple au général, et l'UNESCO a déjà des fascicules qui doivent permettre que dans notre plan d'action, nous puissions intégrer ces dimensions. Enfin, vous savez que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que l'on doit combattre les germes qui peuvent proliférer et apporter la guerre. La paix. Et donc ces germes-là qui apportent la guerre. Alors, ce symposium qui s'est ouvert, on l'a dit, le 3 mars dernier, est en cours. Oui. Qu'est-ce qui est prévu justement jusqu'à la fermeture prévue le 7 mars prochain? Eh bien, demain, nous aborderons deux thèmes fondamentaux. C'est le forum des femmes leaders qui devrait en fait consolider notre plan d'action en montrant comment la dimension genre, les femmes peuvent apporter la paix dans nos sociétés. Il est évident qu'il y a beaucoup de recettes. Mais nous avons surtout pensé aux jeunes. Notre continent regorge de millions de jeunes et nous avons prévu un forum de la jeunesse, des jeunes leaders, pour qu'ils puissent également s'exprimer, donner leurs points de vue, qui sont des points de vue du XXIe siècle, et apporter une plus-value. Toujours demain, nous allons interroger l'Afrique de l'an 2063, mais l'Afrique également des afro-descendants. Qu'est-ce que la 6e région de l'Afrique, la diaspora, a apporté non seulement à l'Afrique, mais à la planète? On peut parler par exemple de la musique à travers Bob Marley. On peut aussi dire quels sont les ressorts qui ont permis aux peuples africains de résister à beaucoup de choses, à des menaces, à des invasions. Et toutes ces questions-là, nous allons les regarder dans un atelier spécifique. Et enfin, médias et société. Médias et société voudraient aussi montrer comment les réseaux sociaux
au XXIe siècle influence non seulement l'information, mais peut aussi désinformer. Et toutes ces menaces-là, et malgré le fait que le progrès avance, nous devons les utiliser avec parcimonie, nous devons tenir compte d'une déontologie, nous devons aussi comprendre que les nuisances que peuvent apporter par-ci, par-là et certains comportements sociétaux, nous devons aussi nous faire aider par les médias. Voilà, donc je rappelle que ce symposium se tient à Ouagadougou, à la salle des conférences de Ouaga 2000, et il est naturellement ouvert au public. Oui, en effet, il est non seulement ouvert au public. Ce symposium qui part donc de Cotonou, fait une escale à Ouagadougou et continuera probablement à Dakar et ensuite à Abuja. Donc c'est quelque chose qui a une dimension de progression parce que l'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui a le processus de Bakou sur le dialogue interreligieux et interculturel, participe à cela et le Burkina ne peut pas être en reste. Merci à vous, ambassadeur Philippe Savadogo. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau pour parler du symposium international de Ouagadougou sur le dialogue des religions et des cultures qui se tient donc en ce moment même dans la capitale du cinéma africain. Merci beaucoup. La suite du journal et nous parlons des premières journées parlementaires de l'année du groupe MPP. Les députés du parti au pouvoir étaient retranchés à Kaya dans le San Matenga pour penser la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les conclusions de 72 heures de travaux avec Issa Kafando et Adama Koulibaly. À ces premières journées parlementaires 2017 du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, la réflexion a porté sur la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Pour les députés de ce parti, des efforts doivent être faits à tous les niveaux de la vie nationale pour l'atteinte des objectifs consignés dans cette feuille de route du quinquennat du président. Premièrement, il faut regarder le contexte sécuritaire. Nous avions dit que nous ne pouvons pas faire des réalisations, nous ne pouvons pas mettre ce PNDS-là en œuvre correctement tant que nous avons des problèmes au niveau de la sécurité. Nous avons dit également qu'il fallait en tout cas un langage de vérité avec les partenaires sociaux pour que le travail puisse se faire convenablement. Vous avez suivi un peu avec les grèves tout azimut, il est quasi impossible de travailler, on ne peut pas travailler dans une certaine sérénité. Nous avons également demandé l'opérationnalisation, c'est-à-dire que l'appropriation du PNDS par toutes les composantes de la société. Enfin, nous avons estimé également, à quelque part, nous avons dit qu'il fallait traduire les documents dans les langues nationales. Le groupe parlementaire MPP, à l'issue de ces travaux, a fait des recommandations à l'endroit de l'exécutif. Tout en condamnant les attaques perpétrées contre le Burkina, il exhorte le gouvernement à prendre une résolution ferme pour faire face au terrorisme par tous les moyens. En outre, il invite le gouvernement à l'amélioration de sa communication pour plus de visibilité dans ses actions. Ces parlementaires du MPP et leurs pairs auront à se pencher sur un projet de loi émanant du ministère des Mines et des Carrières. Le département veut assainir la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Selon le ministère, plus de la moitié de ces substances extraites du sous-sol burkinabé échappent au contrôle. Précision, Gérard Sommet et Zalissa Sanfo. Stop à la fraude sur la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. C'est le message que le ministère des Mines et des Carrières veut faire passer à tous les acteurs du domaine à travers cet avant-projet de loi qui prend forme ici à Koudougou. Notre ambition est d'aller très vite dans l'encadrement et l'organisation, disons, de ce secteur-là et de la commercialisation de l'or pour permettre à ce que l'ensemble des acteurs qui veulent travailler puissent trouver un espace, j'allais dire, confortable. Les espoirs sont nombreux avec cet avant-projet de loi. Si elle est adoptée à l'Assemblée nationale au cours de cette présente session, elle pourrait aider à assainir le milieu. Depuis la libéralisation du commerce de l'or, nous nous sommes retrouvés avec une centaine
de plus d'une centaine de comptoirs privés de commercialisation et cela n'est pas toujours facile. Les statistiques nous montrent visiblement que sur une attente, j'allais dire, d'exportation qui devait excéder les 10 tonnes, nous sommes autour d'une tonne et demie. L'atelier va durer 2 jours. 2 jours pour peaufiner et valider cet avant-projet de loi, afin qu'il ne souffre d'aucun débat lorsqu'il sera soumis au vote des députés. Dans quelques jours, la communauté internationale va commémorer la 160e journée internationale de la femme. Le Burkina a choisi de poser la problématique de l'exclusion sociale. Dans la capitale, un centre montre combien cette exclusion est réelle et c'est là que Laure Zongo s'est rendu. Il s'agit de traduire aux victimes d'exclusion la solidarité du gouvernement à leur endroit. Le point de la visite avec Isaka Oudraogo, Adama Guiti et Christine Koulibaly. Dans cette cour de solidarité sise à Paspanga, elles sont 112 pensionnaires constituant le trop-plein du centre d'Elwende. Accusées pour la plupart de sorcellerie, elles ont trouvé refuge ici. Je suis ici, ça vaut 10 ans. Ils m'ont démontré qu'ils ne voulaient plus de moi. Quand on m'a exclu, je me suis sentie perdue et je ne savais pas où aller. Désemparement et exclusion, c'est également le lot de ces femmes souffrant, elles, de fistules obstétricales et accueillies par la Fondation Rama. Et derrière chaque visage se trouve une histoire particulière et bien triste. On m'a donné un mariage forcé. J'ai pris une grossesse, mais je n'allais pas aux consultations prénatales. Au 9e mois, quand le travail a commencé, j'ai fait 3 jours à la maison. Et c'est quand je n'en pouvais plus qu'on m'a amené à l'hôpital. L'enfant n'a pas survécu. Et moi, j'avais la fistule. J'ai fait 11 ans avec mon mal. Entre-temps, j'ai décidé d'aller à l'action sociale qui m'a mise en contact avec la Fondation Rama. Et grâce à la Fondation et à des Tunisiens, j'ai recouvré la santé. Mais les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfants. L'existence de ces centres et le nombre de leurs pensionnaires dénotent de l'ampleur du phénomène de l'exclusion sociale au Burkina Faso. Le bilan que nous avons fait des 13 cours de solidarité, les maisons d'accueil tout confondues, nous avons eu un chiffre de 926 personnes exclues pour des raisons diverses, dont la plupart c'est des femmes. Donc c'est dire qu'il faut que quelque chose soit fait. En attendant, la Fondation Rama fait des pieds et des mains pour redonner le sourire à ces femmes. Compte tenu de leur situation, c'est des femmes qui doivent être propres à tout moment. Chacune doit se laver au moins 10 fois par jour et faire la lessive plus de 10 fois par jour. Donc elles utilisent au moins une boule de savon par jour. Donc tout ça, ce sont des difficultés que nous vivons dans ce centre-là. Au regard des efforts consentis, la ministre Laure Zongo Yen a remis un chèque de plus de 27 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces femmes. Des vivres et des produits de première nécessité ont été également remis aux 2 structures d'accueil visitées. Et puis, la secrétaire générale de l'OIF poursuit sa visite au Burkina. Elle a réuni un cadre d'échange avec des femmes entrepreneurs du pays. L'enjeu de cette rencontre est clair. Michael Jean veut aider ces femmes à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba nous en parlent. C'est une rencontre entre femmes. Pour les hommes ici présents, la secrétaire générale de l'OIF leur demande de mettre leur intelligence aux côtés de ces femmes pour les soutenir. La rencontre se déroule à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Michael Jean prend connaissance des difficultés auxquelles font face ces femmes chefs d'entreprise dans la conduite de leurs affaires. Beaucoup de femmes s'investissent dans le domaine de l'entrepreneuriat et avec les faibles moyens, les faibles compétences et également les difficultés surtout d'accès au financement. Ces femmes ont énuméré les mots qui freinent leur entreprise de prendre de l'envol.
Pour les aider à surmonter ces difficultés, la secrétaire générale de l'OIF dévoile une batterie de stratégies à mettre en place. Combien d'entreprises se créent et meurent malheureusement sans avoir eu le temps de vraiment démarrer. Et c'est là que les incubateurs prennent tout leur sens. C'est là qu'intervient l'OIF pour appuyer le renforcement de l'environnement entrepreneurial sur le plan, je le disais, réglementaire, administratif, financier, normatif, stratégique, savoir bien mettre en relief et fortifier vos plans d'affaires pour que vous puissiez les porter et entrer dans la compétitivité. Une initiative très louable et je pense quand même que ça sera encore très bien qu'elle refasse encore ces genres d'initiatives qui permettront vraiment aux femmes de pouvoir trouver des réponses face à leurs préoccupations. Ces femmes chefs d'entreprise ont bon espoir que le leadership de la secrétaire générale contribuera à encourager les gouvernants à persévérer et à intensifier les efforts pour l'autonomisation économique des femmes. Michael Jean s'est aussi rendu dans un centre de santé de la capitale et pour cause. La secrétaire générale de l'OIF a été séduite par un système. Il s'agit d'une application qui permet l'enregistrement des naissances par le biais d'un téléphone portable. Donc Bakouda et Zalissa Sanfo nous présentent ce système. Bébé Karanga n'a que quelques heures de vie. Il n'a même pas encore de prénom, mais il est déjà comptabilisé au sein de la population burkinabé. Nous sommes à la maternité de Chifra et ici, les naissances s'enregistrent juste à l'aide d'un téléphone portable et grâce à une application mise en place par Adama Sawadoukou. C'est cette révolution technologique en matière d'enregistrement des naissances que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est venue découvrir. Ce dispositif, les mamans qui savent que désormais, elles n'ont pas à faire des multiples démarches pour enregistrer leur enfant. Grâce à la nouvelle technologie, automatiquement, vous avez vu le processus, le bracelet, la captation des données avec un téléphone, on remplit. On compile on recueille toutes les informations et les données sur l'identité de cet enfant et c'est envoyé directement sur le serveur et ça rentre dans le circuit d'état civil du pays. Donc la chose est instantanée. Instantanée, mais pas seulement. Même dans les contrées les plus reculées, ce système de e-civil est applicable. Nous n'utilisons pas Internet, nous utilisons le réseau GSM, c'est simplement le SMS que nous envoyons. Tout a été configuré, tout a été conçu avec les réalités de Burkina Faso qui sont les mêmes dans les autres pays d'Afrique. Le e-civil est en expérimentation dans 10 maternités de Ouagadougou. Et à ce jour, plus de 1000 enfants ont été déjà enregistrés. Et à en croire le maire de la capitale, sa vulgarisation ne saurait tarder encore. La filière Karité fait face à des difficultés qui entravent son expansion à l'échelle mondiale. Pourtant, elle est l'une des plus rentables au Burkina. La professionnalisation de la filière s'impose et les acteurs s'y engagent. Un document a même été mis en œuvre pour dynamiser ce secteur pourvoyeur d'emplois. C'est ce que nous disent Roger Bebamba et Zalissa Sanfo. La filière Karité se professionnalise. Désormais, elle possède une stratégie nationale, un document dans lequel les professionnels de la filière ont fait le diagnostic des maux qui minent le secteur, puis ont proposé des solutions pour le booster. Au lieu d'exporter le produit brut, aussi le Karité se fait rare et toutes ces préoccupations sont contenues dans la stratégie. Selon le ministère en charge du commerce, cette filière mérite d'être accompagnée car elle est pourvoyeuse de revenus pour tous les acteurs intervenant dans la chaîne. Depuis l'élaboration en 2009 de notre stratégie nationale de promotion des exportations, cette filière a été retenue comme une filière porteuse en termes d'exportation dans notre pays. De même, il faut noter que le Karité, d'une manière générale, regroupe en tout cas beaucoup de femmes, surtout dans le domaine de la transformation de ce produit.
Et toute chose faisant qu'il est bon que nous puissions, en tout cas au niveau donc, du gouvernement, que nous puissions suivre de près effectivement donc, cette filière qui, en emploi du temps, rapporte beaucoup, en tout cas en termes économiques, à notre pays. Et selon les acteurs, le marché de la filière karité est très peu exploité au Burkina Faso. Alors, ils espèrent qu'avec cette stratégie nationale, ils pourront plus inonder le marché du cosmétique, mais aussi et surtout celui de l'huile comestible. Un autre secteur pourvoyeur d'emplois, c'est la transformation des produits locaux. Clarisse Yanogo peut en témoigner, car après 14 ans dans le domaine, elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Cette mère de famille a surfer fi des préjugés pour se faire une place dans le monde des affaires. Elle a accepté livrer ses secrets de réussite à nos reporters Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo, dont voici le reportage. C'est à force de côtoyer des femmes qui faisaient de la transformation des produits locaux leur gagne-pain que lui vint l'idée de se reconvertir. De la maraîchiculture à la transformation des produits locaux, le pas fut vite franchi après une formation d'une année. Et dès lors, Clarisse Yanogo entreprit de vendre sa gamme de produits dans les services. Quand je commençais, je payais un plat, aller moudre, venir t'amuser pour faire les grumeaux. Même chose que le fonio, les supermarchés n'acceptaient pas prendre que c'est local. Mais j'ai pu les convaincre, j'ai commencé à prendre 5 sachets. Petit à petit, il y a eu une alimentation encore qui m'a appelée. Et ça a été comme ça. Le marché a augmenté. Je ne pouvais plus travailler seule et j'ai employé une femme. Exerçant son activité dans la cour familiale, en 2015, elle décida de chercher un local pour son entreprise, soit 12 ans après sa reconversion. La matière première entreposée dans ce magasin ainsi que l'eau sont les éléments fondamentaux pour mener à bien son activité. Mais une fois installée à Cambonsin, l'eau se révéla être une denrée rare. Pendant la saison sèche, il y a les coupures d'eau. Si ça coupe ici, ça peut faire 3 jours et puis il n'y a pas d'eau. Donc je suis partie à l'ONEA me renseigner comment je peux faire pour avoir un robinet. Ils m'ont dit à 100 mètres de l'extension, je dois payer 1 million et quelques. Et avec ça, quand il y aura les coupures, j'aurai le même problème. Donc j'ai vu les gens qui font le fourrage expliquer mon problème. J'ai mis la pompe et on utilise ça pour le moment. Partie de rien, elle livre à présent ses produits dans une vingtaine de supermarchés de la place. À la tête d'une unité de transformation de produits locaux, elle emploie une quinzaine de femmes et prospecte maintenant le marché extérieur. La chance d'avoir la formation, on est dans la pâtisserie, même les gâteaux je peux faire. Le sésame comme ça, on peut le mélanger avec les gâteaux, les biscuits. C'est ça qui fait que les produits ne font qu'augmenter. Actuellement en classe de seconde, Aline, sa fille, lorsqu'elle n'a pas cours, vient lui prêter main forte. Elle espère un jour pouvoir passer le témoin à ses enfants. Une preuve que le handicap n'est pas une fatalité. Roger Dayo nous la donne. L'homme a perdu la vue il y a quelques années, mais pas sa volonté de travailler. Il est bien connu dans la ville de Dédougou où il est sollicité pour la construction et l'entretien des puits. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo nous dressent le portrait de ce puisatier hors du commun. Suivez plutôt. Il est 8 heures au secteur de Dédougou lorsque Roger Dayo, un handicapé visuel, quitte son domicile. Guidé par sa femme, il part à la recherche de son pain quotidien. Et ce n'est pas pour mendier comme la plupart des aveugles ou malvoyants. Roger Dayo est un puisatier. Quand tu as perdu la vue comme ça, là, au lieu de rester et bien de mendier, là, bon, vraiment, il faut avoir le courage aussi, si tu as un peu de force. Bon, donc, moi, vraiment, je me suis donné carrément, essayer de faire pour moi-même, voilà, pour gagner, bon, mon pain aussi, quoi. Et c'est ici, dans la ferme de Assimi Kone, située à environ 5 km de la ville de Dédougou, que Roger Dayo doit creuser 4 puits. Avant de commencer à creuser, il doit d'abord chercher les points d'eau.
Donc quand c'est bon. Tu sais, quand il fait comme ça, voilà, quand ça se lève lui-même comme ça. Ça se lève lui-même. Oui, la puissance de l'eau se lève sur le bois là. C'est avec les arbres fraîches là, les branches des arbres fraîches, on cherche l'eau. Bon, puis bon, je peux dire que ça c'est un don de Dieu. Parce que la manière il faut chercher l'eau, bon, le remarque même, bon, le remarque vient à toi quoi. Tu vois comment bon est la situation du bois là, les signes que ça va te donner. Voilà. Une fois le point d'eau trouvé à travers cette technique de recherche, Roger Dayo peut commencer son travail. Et c'est au-delà de 2 mètres de profondeur qu'il sollicite l'aide de sa femme. Cela fait 19 ans que Roger Dayo a perdu la vue. Avant de s'adonner à cette activité de puisatier, il menait d'autres activités malgré son handicap. Bon, j'étais apprenti maçon. Alors bon, quand j'ai perdu la vie, bon, j'ai commencé plus confectionner les briques en ciment avec les gens. Il pouvait mélanger le ciment là donné et le voyant lui, il confectionne. Et j'ai commencé à creuser les WC, bon, les trous des arbres et ensuite les puits même. Pour creuser un puits, il n'y a pas de prix fixe. Le prix varie entre 30 000 et 125 000 francs CFA selon Roger Dayo. On creuse les mètres souvent bon, à 4 000 actuellement. Les puits très profonds, les puits qui vaut les 30 mètres, bon, 28 mètres ou bien les 26 mètres là. Ça, bon, on peut atteindre ça jusqu'à 125 000 francs à 100 000. Âgé de 53 ans, Roger Dayo est marié et père de 4 enfants. Et c'est cette activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Je paye les vivres moi-même pour mes enfants, leur habillement. En cas de cas, si bon, un malade chez moi, je peux les sauver avec ça. Il paye aussi la scolarité de ses enfants. Roger Dayo vit souvent des périodes de vaches maigres car il y a beaucoup de puisatiers à Dédougou. Mais il est le seul handicapé visuel à mener cette activité dans la cité de Bankoui et beaucoup apprécient son travail. Cette note triste à présent, nous pleurons la disparition ce jour de Désiré Zida, cadreur et réalisateur. Notre collègue est décédé ce 5 mars des suites de maladie à l'âge de 56 ans. Désiré Zida était aussi formateur dans des écoles et instituts du Burkina. Il est l'un des réalisateurs de la série Affaires publiques. Désiré Zida s'en est allé après 30 ans passés à la RTB. Il est marié et père de 4 enfants. Le programme des obsèques de notre collègue se déroule comme suit. Lundi 6 mars à 21h, veillée au domicile du défunt à Tampuy. Mardi 7 mars à 9h, absoute à la paroisse Jean-Marie Vianney de Tampuy, suivi de l'enterrement au cimetière de Gonga. Union de prière. Nous poursuivons tout de même ce journal avec notre rendez-vous hebdomadaire avec le sport. Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir, Peggy. Le championnat national de football D1 est au menu. Oui, la 14e journée du championnat national de football de première division qui a permis au RCK de conforter sa position de leader. Alors que nous allons voir les images, le RCK qui a étrié l'Asfa Yinga 4-0, début de Hervé Oussalé à la 7e minute, suivi d'un autre but de Michael Ibé, et alors que nous le voyons, le but de Michael Ibé, et un doublé en seconde période de Mohamed Silla, et ont permis à l'Asfa Yenenga de gagner ce match 4, et du moins au RCK de gagner l'Asfa Yenenga 4-0. Et après ce match, il y a eu un deuxième match, EFO AS Police, et c'est dans les arrêts de jeu que l'EFO a réussi à ouvrir le score par Zoumana Traoré. Et autre résultat de cette 14e journée du championnat national de première division, BPS USFA 0-1, Asfa Yenga Kozaf 1-4 et Usco Raimo FC 1-2, Majestic F Sonabel 2-1, RCB Uzo 1-1, Ageb Santos FC 1-0. Donc à l'issue de cette journée, le classement, le RCK qui est toujours premier avec 30 points et avec 2 matchs en retard, l'USFA qui monte à la 2e place avec 26 points, 3e RCB 25 points et les relégables, les équipes qui sont en difficulté, c'est le Santos 15e avec 8 points et le BPS dernier du classement avec 6 points. Alors très rapidement, des nouvelles également du handball et du cyclisme. Oui, le cyclisme avec la 12e édition de la Tropicale Amissa Bongo, le Tour du Gabon qui a pris fin aujourd'hui, même avec la victoire du Français Yohan Gène de l'équipe
Direct Énergie. Et le maillot jaune devance le Français. Il a devancé au classement général l'Érythréen Isaac Tesfaye qui connaît bien le Tour du Faso. Et l'Allemand Nicodemus Oller. Il faut dire que les Burkinabés n'ont pas brillé à ce Tour du Gabon. Le premier Burkinabé est classé 63e, c'est Salifouyer Banga. Et l'autre classé au niveau du général est Mathias Sorgo, 68e. Et pour finir avec le handball, la Coupe Pullman ou la Coupe de la Ligue du Centre de handball a pris son envol cet après-midi. C'est cette coupe qui lance la saison de handball. Au niveau des dames, la Lonabé Handball Club a battu l'AS Sonabi 37-12 et l'AS Fayenga bat l'AS Douane 26-18. Chez les hommes, on avait l'opposition USFA contre Union Sportive du Kadogo et c'est l'USFA qui prend le dessus 38-20 et l'AS Sonabi qui bat l'AS Douane 22-21. C'est un score très serré. Donc toutes ces informations à suivre demain au magazine des sports. Merci Mamadi Wina, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Demain vous retrouvez Nathalie Kaoré aux 20h. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.